partie d'une surveillance classique, c'est-à-dire de la surveillance de la prévention secondaire en post-infarctus ou de l'insuffisance coronaire. Bon, ça, c'est un cours particulier ou bien un TD. Enfin, le troisième type de chirurgie qu'on rencontre en cardiologie, c'est la chirurgie de pacemaker. C'est vrai que c'est une chirurgie superficielle, donc qui consiste à mettre un boîtier de pacemaker en sous l'aponévrose. Bon, c'est une chirurgie qui nécessite une surveillance simple, rien de classique, rien de particulier, en dehors de la surveillance du boîtier de pacemaker. Et là, la surveillance du boîtier d'un pacemaker relève aussi d'une surveillance spécialisée par un cardiologue, où on a des appareillages spécialisés pour surveiller le fonctionnement de ce pacemaker. Je pense que c'est du domaine de la spécialité. Par contre, ce que vous devez connaître, vous, en tant que, pour le moment, médecin généraliste, vous devez savoir comment surveiller un patient qui porte des prothèses valvulaires. Je répète bien, des prothèses valvulaires. C'est pour ça que j'ai changé l'intitulé de mon titre et je parle plus de la surveillance d'un opéré du cœur, mais plutôt de la chirurgie valvulaire, cardiaque bien sûr, et la surveillance des porteurs de valves. Donc, il faut savoir que la chirurgie valvulaire est devenue donc une chirurgie courante qui se pratique quotidiennement chez nous ou ailleurs. En général, quand on remplace une valve native par une prothèse, le but de ce changement, c'est de procurer une vie confortable pour le patient, c'est surtout pour améliorer sa symptomatologie fonctionnelle. Mais il faut savoir que cette chirurgie, si elle est réalisée d'une manière continuelle partout dans le monde, n'est pas une chirurgie curative en elle-même. Pourquoi? Parce que cette prothèse nécessite une surveillance particulière. Ce qui fait dire à d'autres, c'est remplacer une maladie par une autre maladie. Donc, c'est une chirurgie qui est plutôt palliative. Pourquoi? Parce que, certes, elle procure un certain confort, un certain bien-être chez le patient, mais il va continuellement surveiller sa prothèse et cette surveillance se fait surtout auprès de son médecin de famille ou le médecin généraliste et aussi par le médecin cardiologue. Donc, il ne faut pas penser que le patient qui s'est fait opérer, qu'il est complètement guéri. Au contraire, il est soumis à des contraintes. Et parmi ces contraintes, c'est la surveillance de cette prothèse. Dans la chirurgie, si vous voyez, la mortalité en post-opératoire, elle diminue avec le temps. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la surveillance de sa maladie. Le patient commence à savoir la symptomatologie ou les signes, ou surtout à gérer son traitement anticoagulant. Et c'est pour ça qu'avec le temps, le malade devient le médecin de lui-même, c'est-à-dire à connaître les signes qui ne sont pas habituels dans cette prothèse. Il faut savoir que la mortalité chez les patients 45 ans, 54 ans, à 15 ans, c'est de 30% en cas de bioprothèse aortique et de 26% en cas de valve mécanique. Par contre, lorsqu'on fait un geste conservateur, lorsqu'on maintient les valves natives, notamment les valves aortiques, cette mortalité baisse à 10% avec une meilleure qualité de vie et une espérance de vie qui est similaire à celle de la population qui a, c'est-à-dire leurs valves natives. C'est pour ça qu'on préconise chaque fois que c'est possible de ne pas faire un remplacement par une prothèse. Parce que vous allez voir, la prothèse nécessite une surveillance particulière. Mais plutôt essayer toujours de réparer sa valve native. Donc, faire une plastie, ce qu'on appelle un geste conservateur, une plastie. Donc, si vous êtes dans un examen ou là devant un malade, chaque fois qu'on vous demande quel est le geste à faire, s'il vous plaît, ne répondez pas à un remplacement valvulaire, mais plutôt une plastie, une réparation de ces valves natives, bien sûr, si l'état, il y a toujours le conditionnel, si l'état des valves le permet. Donc, quels sont ces risques auxquels le patient est exposé? Parmi ces risques, il y a les complications hémorragiques.
Parce que le patient, quand il porte une prothèse, il est obligé, il y a la surface lisse, et cette surface lisse va stimuler la coagulation, va mettre en œuvre le système de coagulation et la formation des thrombis. Donc, il y a un thrombus qui se forme, et ce thrombus peut emboliser et migrer n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé, chez un patient porteur d'une prothèse, notamment mécanique, de prendre un traitement anticoagulant à vie. Il faut qu'il prenne un traitement anticoagulant. Ce traitement anticoagulant, soit le patient dépasse la fourchette souhaitée et donc il s'expose au risque hémorragique, soit le patient n'est pas bien anticoagulé et donc il y a le risque thromboembolique. Vous voyez donc là, on est devant deux contraintes. Le risque hémorragique en rapport avec la prise des antivitamines K à vie et le risque thromboembolique si le patient ne prend pas son traitement anticoagulant. Troisième risque, c'est le risque infectieux, et notamment l'endocardite infectieuse. Pourquoi l'endocardite infectieuse? Parce que, comme vous le savez, donc les valves, donc les vaisseaux sanguins ne pénètrent pas à l'intérieur des valves, et donc notre corps ne peut pas apporter les anticorps, ne peut pas apporter les globules blancs pour essayer de détruire un organisme qui vient s'installer là-bas. Donc, chaque fois qu'un organisme, notamment à l'occasion d'une bactériémie, vient s'installer dans les prothèses, donc il n'y a pas moyen de le déloger de sa situation ou bien de le détruire parce que les vaisseaux ne peuvent pas infiltrer un corps mécanique, contrairement au corps organique, quand il y a les valves natives, eh bien, ils peuvent aller le détruire. Ce qui fait donc la prothèse un foyer de pilulation microbienne et qui exposerait à l'endocardite infectieuse. Donc, comme vous voyez, donc, les patients porteurs de prothèses sont soumis à certaines contraintes, notamment l'observance d'un traitement anticoagulant à vie, et ce traitement anticoagulant doit être parfaitement équilibré, et surtout une prophylaxie de l'endocardite infectieuse. Donc, il faut considérer les patients porteurs de prothèses comme les prothèses valvulaires comme un substitut imparfait des valves natives. C'est pour ça que j'insiste, il faut toujours privilégier en première intention, et là vous allez comprendre pourquoi si on vous demande en cas d'insuffisance mitrale ou d'enregistrement mitral, quel est le geste à faire, si votre première réponse est un remplacement valvulaire mécanique, vous saurez un 0, tout simplement, parce qu'on dit toujours qu'il faut s'orienter vers un traitement conservateur. En cas d'insuffisance mitrale, c'est la plastie mitrale. Et en cas de rétrécissement mitral, c'est la commissurotomie percutanée, c'est la dilatation mitrale percutanée. Donc, il faut conserver les valves natives le plus tôt possible. On a deux types, en fait, de prothèses. On a les prothèses mécaniques et les prothèses biologiques. On va commencer par les prothèses mécaniques. Les prothèses mécaniques, ils sont composées de matériaux inertes, anorganiques, de matériaux qui ne sont pas organiques. C'est quoi des prothèses mécaniques? Donc, ça se résume à un anneau sur lequel va être monté un élément mobile et cet élément mobile va permettre l'ouverture et la fermeture de cette prothèse. Anneau obligatoire et un élément mobile qui va permettre l'ouverture et la fermeture de cette prothèse. Parmi ces prothèses, vous avez les prothèses de première génération. Ce que vous voyez en haut, donc ce qu'on appelle les prothèses de Starr-Edwards. Ce sont les premières prothèses. Elles sont constituées d'un anneau métallique que vous voyez en blanc, surmonté d'une cage, à l'intérieur duquel se trouve donc une bille en élastique et le déplacement de cette bille de part et d'autre de cette cage métallique permet l'ouverture et la fermeture de la prothèse. Quand même, c'est un matériel encombrant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel. En plus de l'anneau métallique, vous avez cette cage et enfin, vous avez cette bille dans le mouvement de part et d'autre de la prothèse. Donc, vous imaginez quand elle monte en haut, en fonction bien sûr de différentes pressions qui existent de part et d'autre de la cavité cardiaque, et la chute va écraser les globules rouges et sera responsable d'une hémolyse qui peut parfois être importante. Donc, c'est la prothèse de première génération. Vous voyez, en 1963, quand même, c'est une ancienne prothèse qui, heureusement, n'est plus actuellement utilisée, mais
qui a été utilisé pendant longtemps chez nos patients qui ont été envoyés pour une chirurgie cardiaque à l'étranger. Enfin, donc, pour essayer de diminuer ce matériel métallique, on est allé vers les prothèses à disque ou prothèses de deuxième génération. Donc, les prothèses à disque, il y a un seul disque, donc vous voyez que là, vous allez voir la prochaine diapo. C'est un disque à bascule et dont le mouvement de part et d'autre va permettre donc le passage du sang de part et d'autre de cette prothèse. C'est la valve de Björk-Schilling. Donc, prothèse de première génération STAR, comme étoile, en anglais, STAR. Björk, comme la chanteuse Björk, pour ceux qui la connaissent. Enfin, il y a les prothèses de dernière génération qu'on utilise actuellement. Ce sont des prothèses qui sont constituées, comme vous voyez sur la diapo. Donc, vous avez deux hémidisques, ou ce qu'on appelle des ailettes, et dans leur mouvement, vont permettre l'ouverture et la fermeture de la prothèse. C'est un mouvement en aile de papillon. Donc, leur mouvement de part et d'autre va permettre donc l'ouverture ou la fermeture de la prothèse. Parmi ces prothèses, on a la prothèse de Saint-Jude, Sorine, Tekena, Medtronic et j'en passe. Là, vous avez en résumé les trois types de prothèses. Donc, le mouvement, il est assuré par la variation de pression de la cavité cardiaque. Vous avez soit à bille, c'est la prothèse de STAR, que vous voyez la première en haut, soit à disque unique, Björk, que je viens de citer, vous voyez au milieu, et enfin, à double ailette, c'est celle qui se trouve en dernier. Bien, les avantages et les inconvénients de ces prothèses mécaniques. Comme leur nom l'indique, ce sont des prothèses mécaniques. Normalement, donc le premier avantage, c'est la durabilité. Normalement, ces prothèses ont une excellente durabilité et devraient normalement durer toute la vie du patient. Parce qu'il ne peut pas être attaqué par nos anticorps parce que c'est de matériel métallique et non organique. Cependant, l'inconvénient, et qui n'est pas de moindre, l'inconvénient majeur, c'est la nécessité de prendre un traitement anticoagulant à vie parfaitement équilibré. Et vous savez les complications du traitement anticoagulant. Soit le patient il est trop anticoagulé, donc il est exposé au risque hémorragique, soit il n'est pas bien anticoagulé et donc il est exposé au risque thromboembolique. Enfin, c'est la sensibilité particulière au risque infectieux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce sont des prothèses. Notre organisme ne peut pas combattre les bactéries qui viennent s'installer au niveau de ces prothèses. Enfin, deuxième type de prothèse, on a vu les prothèses mécaniques. Maintenant, on va voir les prothèses biologiques ou bioprothèses. Eh bien, on distingue deux types de prothèses biologiques. On a les bioprothèses classiques et les valves stentless. Les bioprothèses classiques, ils sont constitués d'un anneau métallique, comme on l'a vu pour les prothèses mécaniques. Donc, il y a toujours donc, une armature rigide, métallique, qui sert d'intermédiaire entre le tissu valvulaire et l'anneau aortique de patient afin d'en faciliter la pose, bien sûr. Et sur ces anneaux métalliques, cette armature, on insère donc du tissu valvulaire animal, c'est-à-dire des valves animales. Ça peut être de péricarde du veau ou bien du porc, des valves du porc qu'on insère sur une armature métallique et qu'on positionne chez l'homme. Ce sont les bioprothèses classiques, donc anneaux métalliques et des valves pas biologiques et des valves naturelles. Des valves naturelles, soit confectionnées à partir de péricarde du veau, soit des valves qui sont prises des valves du porc. Enfin, les valves stentless, comme leur nom l'indique, stentless, c'est-à-dire sans, en anglais, sans armature rigide. Ils n'ont pas cet anneau métallique, mais ils sont fixés directement sur l'aorte. Donc, les valves stentless porcines ont la particularité de ne pas avoir été montées sur un support métallique ou plastique. Donc, il n'y a pas cet anneau, mais elles sont fixées. Donc, ce qui diminue les contraintes du passage du sang et normalement devrait augmenter leur durabilité.
Parce que comme vous allez voir, l'inconvénient majeur des prothèses biologiques, comme leur nom l'indique, biologiques, bioprothèses, donc elles sont facilement reconnues et détruites par les anticorps. Là, vous allez voir donc les prothèses biologiques ou bioprothèses. Donc, le plus souvent, c'est des sigmoïdes aortiques du porc, c'est les bioprothèses de Hannock et de Carpentier. Plus rarement de péricarde de veau, c'est les valves de Lianscu-Chili. Enfin, les stentless ou les bioprothèses valvées, comme vous voyez, ce sont des prothèses qui sont montées donc directement sur les valves, sur l'aorte. Quel est l'avantage? Pourquoi donc avoir pensé à mettre des valves biologiques? Tout simplement pour ne pas prendre de traitement anticoagulant, parce qu'elles sont de nature organique. Et donc, s'ils ne prennent pas un traitement anticoagulant, donc il n'y a pas de risque hémorragique, ni de risque thromboembolique. Le risque infectieux est le moindre en général, mais leur inconvénient majeur, c'est la durabilité, qui est inférieure et qui n'excède qu'à les 10 ans. En moyenne, c'est 10 ans, mais j'ai vu des valves biologiques qui duraient 20 ans. Là, c'est une moyenne que je vous donne. Quels sont les facteurs qui favoriseraient cette dégénérescence de la bioprothèse? Eh bien, il y a des facteurs dans l'organisme qui favoriseraient cette dégénérescence de bioprothèse. Parmi ces facteurs, on citera l'hypercholestérolémie, le tabagisme, surtout l'insuffisance rénale chronique, parce qu'il y a des dépôts calcaires en cas d'insuffisance rénale, et c'est ce dépôt calcaire qui est responsable de cette dégénérescence des bioprothèses. Le diabète de type 2, le sexe féminin, je ne vous demande pas de le retenir, ça reste discuté et je ne pense pas, parce que c'est du fait de l'existence des hormones, des œstrogènes, mais ce n'est pas retenu comme facteur. Donc, je vous demanderai de retenir les 4 premiers facteurs, à savoir l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'insuffisance rénale chronique et le diabète de type 2. Par contre, les bioprothèses de type stentless, c'est-à-dire sans armature métallique, semblent donner des dégénérescences plus tardives. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va placer ces prothèses. On n'a pas assez de recul pour le moment, mais on pense qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps que les bioprothèses biologiques classiques. Un petit mot sur le TAVI. Vous allez entendre beaucoup parler de TAVI parce que c'est à la mode. Le TAVI, c'est le remplacement valvulaire aortique percutané. Comme vous voyez, là, vous avez un schéma du cœur, l'aorte ascendante, puis là, vous avez l'aorte descendante. Vous voyez qu'on fait monter du matériel par voie transcutanée, la même chose comme la dilatation mitrale, et on met la prothèse, on dispose la prothèse. Au début, cette technique a été conçue chez les patients tarés, chez qui on ne pouvait pas les opérer. Parce que si on les opère, on les expose à un risque, ils ont un risque de mortalité très important. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé comment remplacer les valves sans les ouvrir. Et c'est là qu'est venue la technique de TAVI. Le TAVI, c'est un remplacement valvulaire aortique percutané. Donc, elle est utilisée dans les cas de rétrécissement aortique, bien sûr, serré symptomatique. Vous avez 2 types de valves, la valve corps-valve et la valve sapienne. Donc, la valve corps-valve est une bioprothèse porcine péricardique à 3 feuillets montée sur un ressort, qui est le stent, à mémoire de forme, c'est-à-dire auto-expansive. La valve sapienne est une bioprothèse bovine péricardique à 3 feuillets montée sur un stent en acier inoxydable radio-opaque. Bien sûr, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça, c'est juste pour savoir c'est quoi le TAVI. Si on vous demande c'est quoi le TAVI, il faut savoir c'est un remplacement valvulaire aortique percutané, où la valve, elle est réduite, la prothèse à un stent sur lequel est monté donc des valves porcines péricardiques ou bien bovines. Un autre terme que vous allez aussi entendre parler en chirurgie cardiaque,
on vous parlera, pas en chirurgie cardiaque, parce que là, c'est des techniques qui sont faites par les cardiologues interventionnels. Ce qu'on appelle la mitraclip, comme vous voyez sur le schéma. Donc, les deux valves, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale, on essaie quand il y a une insuffisance mitrale, je ne sais pas, normalement vous avez fait le cours sur l'insuffisance mitrale, quand vous avez une insuffisance mitrale fonctionnelle, c'est-à-dire par dilatation de l'anneau, et quand il y a une fuite importante, ce qu'on appelle les insuffisances mitrales secondaires, on peut diminuer cette fuite en faisant passer donc du matériel par voie percutanée et on essaye de coudre le bout des deux valves pour diminuer l'importance de cette fuite mitrale. Donc, cette technique, le mitraclip, permet de rapprocher les deux feuillets de la valve mitrale et ainsi réduire l'orifice, ce qui diminue le risque de fuite entre l'oreillette et le ventricule. Donc, ce clip est véhiculé jusqu'à la valve mitrale par un cathéter introduit dans la veine fémorale, puis passé dans l'atrium gauche par voie transseptale sous guidage par fibroscopie et échographie transœsophagienne. Vous allez entendre parler de mitraclip ou de clip tricuspide et du TAVI, c'est des termes que les cardiologues commencent à employer, c'est très à la mode. Pour au moins que vous sachiez c'est quoi. Le TAVI, donc, c'est un remplacement valvulaire aortique transcutané par une bioprothèse montée sur un stent. Et le mitraclip, donc, c'est diminuer la fuite en cas d'insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle. Quand l'anneau est dilaté, on essaie de rapprocher les perches de deux valves pour diminuer l'orifice régurgitant. Donc, en résumé, vous avez les différents types de prothèses, différents types. Prothèse à billes type Star, prothèse à disque basculaire type Bjork, prothèse à double ailette type Saint-Jude médical, prothèse stentée avec ou sans armature, stentless. C'est-à-dire sans armature, c'est stentless, ou bien elle peut être stentée, c'est-à-dire avec armature. Ce sont les bioprothèses biologiques. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y en a des questions? Oui. Votre délégué me dit non. Bon, tant mieux. Donc, on peut continuer le cours. Comment alors se fait la surveillance de ces prothèses? Eh bien, la surveillance, avant tout, elle doit être clinique. C'est une surveillance qui doit être à la portée de médecins généralistes. Qu'est-ce qu'il peut faire le médecin généraliste? Eh bien, il peut faire une radiographie du thorax, il fait une électrocardiographie, mais surtout, il va examiner son patient. Examiner, pas que l'examen physique, surtout les signes fonctionnels et l'inspection du corps. Vous allez voir, sont très importants dans la séance du patient opéré du cœur. Enfin, la surveillance du traitement anticoagulant. Vous avez vu que la mortalité est surtout un généraliste. Pourquoi? Parce qu'avant de vérifier l'équilibre de traitement anticoagulant tous les mois, donc les recommandations des sociétés savantes, c'est de surveiller le traitement anticoagulant tous les 3 semaines pour voir s'il est dans la fourchette souhaitée ou non. Aussi pour voir l'état clinique du patient et vous allez voir ce que vous allez surveiller dans l'état clinique. Par contre, le cardiologue va le voir une fois l'opération terminée, 2 à 3 mois en post-opératoire, après avoir donc éliminé tous les drogues qu'il a pris pendant la chirurgie. Pourquoi le cardiologue? Eh bien, pour lui faire l'échocardiogramme Doppler ou l'échocardiographie de référence. C'est la carte d'identité de cette prothèse. C'est là où le cardiologue va inscrire les caractéristiques échocardiographiques de cette prothèse pour pouvoir par la suite la comparer aux échocardiographies que le patient devra faire. Donc, chaque fois qu'il réalise ou qu'il observe quelque chose de particulier sur la prothèse, il va retirer cette échocardiographie
il va le comparer. Est-ce qu'il existait auparavant, oui ou non? Par la suite, le cardiologue va voir son patient 1 à 2 fois par an en fonction de la symptomatologie fonctionnelle. La réalisation d'un échodoppler transthoracique donc, est pratiquement obligatoire chez les patients porteurs de prothèses. En contrepartie, le patient doit être muni d'un carnet de surveillance dans lequel est indiqué le type de prothèse implantée. C'est très important pour nous parce que vous allez voir que les gradients diffèrent en fonction du type de prothèse. Le niveau d'anticoagulation souhaité, la fourchette souhaitée, on doit vous indiquer quelle est la fourchette souhaitée pour faciliter le travail du médecin généraliste et les caractéristiques de la valve à l'échodoppler de référence. Donc, il doit être en permanence porteur de sa carte de groupage sanguin parce qu'en cas d'accident hémorragique, pour faciliter sa transfusion. Là, vous avez un exemple de carte qui est portée par le patient, porteur de prothèse. La surveillance clinique. Donc, c'est un examen clinique complet centré surtout sur l'appareil cardiovasculaire, neurologique et les signes infectieux. Il faut toujours interroger le patient sur une notion de fièvre au long cours. La réapparition des symptômes ayant justifié le remplacement valvulaire, c'est-à-dire les symptômes pour lesquels le patient s'est fait opérer. Par exemple, si le patient, avant de dormir, il nécessitait 2 à 3 oreillers, par la suite, après l'opération, c'est-à-dire il n'avait pas besoin de ces oreillers, il devait se mettre en décubitus dorsal le plus normalement possible. Puis par la suite, il vient voir, docteur, je ne peux plus m'allonger sur le dos, je dois mettre les oreillers comme c'était auparavant. Là, ça doit vous inciter à un signe de dysfonctionnement de votre prothèse. Donc, parmi ces signes fonctionnels, c'est la dyspnée, l'insuffisance cardiaque gauche ou droite, l'hypothémie, syncope. Vous imaginez si vous avez une prothèse en position aortique, plutôt en position mitrale. Si cette prothèse en position mitrale ne s'ouvre pas ou s'ouvre peu, le sang donc, va s'accumuler dans l'oreillette gauche. Donc, il ne peut pas partir vers le VG, vers le ventricule gauche. C'est l'équivalent d'un rétrécissement d'un rétrécissement mitral. Le sang va monter dans les veines pulmonaires, des veines pulmonaires vers les capillaires pulmonaires. Des capillaires pulmonaires, il va sortir vers le milieu interstitiel. Et donc là, vous allez avoir la dyspnée. Si vous ne faites rien, eh bien, il va aller vers les alvéoles. Il sera responsable de l'œdème aigu pulmonaire ou de l'insuffisance cardiaque gauche. Par contre, si vous avez une prothèse aortique, le même phénomène, si elle ne s'ouvre pas bien, vous aurez l'équivalent d'un rétrécissement aortique. Le sang ne passe pas bien au cerveau, donc vous allez avoir de l'hypothémie, des syncopes, voire même une mort subite. C'est la prothèse se ferme. Donc, l'examen clinique est très important, mais surtout l'anamnèse de votre patient. À la recherche aussi des épisodes de déficit neurologique transitoire. Par exemple, si le patient vous dit « Docteur, j'ai eu une double vision pendant un certain temps, puis ça a disparu ». Donc, la diplopie est un signe d'AVC ou d'AIT, une paralysie, une chute de la paupière, chute de la langue, ou n'importe quel signe, même s'il ne dure pas dans le temps, ça doit vous inciter à rechercher un foyer de thrombose qui est en train d'emboliser, qui va aller vers le cerveau, qui est responsable d'AIT ou d'AVC. Donc, si un patient vous fait un AVC, s'il est porteur d'une prothèse, le premier gîte de formation de thrombie qui embolise, c'est la prothèse. Même, donc, une ischémie périphérique, donc faisant craindre une thrombose de prothèse. Vous voyez donc l'interrogatoire et l'inspection du patient est un signe capital. Aussi, il ne faut pas oublier la recherche des signes de pâleur, un saignement occulte, des hématomes ou une hémorragie ou des signes cliniques en faveur d'une anémie. Mais le signe le plus important, c'est l'auscultation. L'auscultation cardiaque. Donc, si vous avez l'habitude d'ausculter
les bioprothèses, ils ont une auscultation de valve native. Par contre, les prothèses mécaniques, ils ont un bruit particulier. Les prothèses mécaniques ont un bruit d'ouverture et surtout de fermeture intense, claqué et métallique. C'est le bruit de réveil, des anciens réveils pour ceux qui le connaissent. Et donc, les modifications pathologiques à l'auscultation sont surtout la diminution d'intensité. La diminution d'intensité est un signe subjectif qu'on ne peut pas le prendre en considération, sauf si on a l'habitude d'ausculter le patient. Bon, avant, quand il venait, on entendait ces valves à distance. Maintenant, quand vous le recevez, vous n'entendez plus ces prothèses, donc vous dites qu'il y a quelque chose. Mais ça reste toujours un signe subjectif et pas un signe objectif. Le caractère variable des bruits d'ouverture ou de fermeture d'un cycle cardiaque à l'autre, aussi, ça reste aussi subjectif. Par contre, l'apparition d'un bruit diastolique est toujours pathologique. L'apparition d'un roulement diastolique au foyer mitral ou d'un souffle d'insuffisance aortique en cas de prothèse aortique est toujours pathognomonique. Le souffle systolique peut être fonctionnel au niveau de la prothèse, qu'on appelle les souffles de lavage. Donc, lorsque vous auscultez un souffle systolique, ce n'est pas obligatoirement un caractère pathologique. Par contre, lorsqu'il y a un souffle diastolique, il est toujours pathologique. La surveillance radiologique. La radiographie du thorax, bien sûr, ne va pas nous montrer les signes directs de dysfonctionnement de notre prothèse. Par contre, elle peut montrer des signes indirects. Normalement, un patient qui s'est fait opérer par le cœur va voir le volume de son corps diminuer de volume. Si vous voyez à l'inverse une augmentation du volume, si cette augmentation est rapide, en post-op immédiat, qu'est-ce que vous devez suspecter? Une réponse, s'il vous plaît. Oui, docteur Colli, c'est pas péricardique, mais c'est un épanchement péricardique. Mais c'est bien pensé, c'est très bien. Donc, c'est un épanchement péricardique parce qu'il n'y a que l'épanchement qui augmente rapidement de volume. La dilatation ventriculaire, elle va prendre du temps. Mais chaque fois qu'on vous dit une augmentation rapide de volume du cœur, il y a 15 jours, il avait un cœur normal et d'un seul coup, vous avez une cardiomégalie. Donc, qu'est-ce qui peut augmenter rapidement? C'est l'épanchement péricardique. Donc, premier signe, c'est l'épanchement péricardique. Très bien, encore une fois, docteur Colli. Donc, par contre, si vous avez une augmentation progressive, une dilatation ventriculaire, au lieu que le volume diminue, là, vous devez suspecter qu'il y a une dysfonction de la prothèse. La prothèse ne fait pas son fonctionnement comme il se doit. Ou bien, on recherchera éventuellement des signes d'insuffisance cardiaque, mais normalement, les signes d'insuffisance cardiaque ne se recherchent pas à la radiographie, c'est plutôt la clinique qu'on ausculte les signes d'insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas la radiographie. On ne demande pas une radiographie du thorax pour voir les signes d'insuffisance cardiaque. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est la radioscopie ou radiocinéma. Là, vous devez le savoir, la radioscopie ou radiocinéma ou luminofluorescence, elle va permettre de voir l'état de vos prothèses. Je ne sais pas si elle marche, mais je ne pense pas. Bon, normalement, elle devait marcher, mais là, je vois qu'elle ne marche pas. Peu importe. Là, vous voyez donc un patient ou une patiente opérée du cœur. Là, vous avez l'anneau métallique que vous voyez ici. Et là, vous avez les doubles ailettes. Bon, on ne voit pas bien cette ailette parce qu'elle est bloquée. Par contre, celle-là, elle bouge. Donc, c'est une radioscopie, radiocinéma qui a été faite au niveau de notre service chez une patiente. Et on a cette patiente qui est toujours hospitalisée au niveau du service, malheureusement. Vous ne pouvez pas la voir, mais si vous étiez là, vous aurez vu la radioscopie de cette patiente en dynamique. Là, je ne sais pas c'est quoi le problème, pourquoi elle ne bouge pas. Et donc, vous voyez que, vous voyez pas, vous devinez que cette ailette, elle bouge
et que celle-là, elle reste bloquée. Vous voyez, il y a de l'espace clair, maintenant elle s'est déplacée et là, il n'y a pas d'espace, elle reste bloquée en position de fermeture. Donc, elle va créer ce qu'on appelle un exemple de rétrécissement mitral. Donc, la radioscopie, l'immunofluorescence ou voilà, la radioscopie, elle va vous donner ce qu'on appelle un signe direct de dysfonctionnement de la prothèse. La surveillance électrocardiographique. Quand on surveille sur le plan par un ECG, un dysfonction de prothèse. Bien sûr, vous allez me dire comment, c'est pas sorcier, on peut pas, il n'y a pas de signe direct en faveur de dysfonction de la prothèse. Par contre, on peut voir les signes indirects, une éventuelle hypertrophie auriculaire ou la ventriculaire, mais normalement, ça prend du temps. Et le plus important, c'est de faire un ECG en post-op immédiat. Pourquoi? Parce qu'en post-op immédiatement, donc vous allez un ECG, vous allez rechercher des signes d'ischémie myocardique, c'est-à-dire le cœur n'a pas été bien protégé. Le patient son cœur peut souffrir, mais le patient, puisqu'il est en anesthésie générale, ne va rien sentir et donc on n'arrive plus à faire sortir le patient de son état. Il ne peut pas se réveiller parce qu'un chirurgien qui débute à ligaturer, par exemple, une artère coronaire, la ligature, bien sûr, peut être responsable d'un infarctus du myocarde. Et c'est de très mauvais pronostic parce qu'on ne peut rien faire chez ces patients. Donc, il faut toujours rechercher des signes d'ischémie myocardique ou d'infarctus qui seraient passés d'une manière asymptomatique chez le patient. Aussi, notamment lorsqu'on opère le patient de la valve aortique, parce que c'est par là, c'est à côté que passent les voies de conduction, rechercher un bloc auriculo-ventriculaire, un BAV. Chaque fois que vous avez un BAV, un bloc auriculo-ventriculaire en post-op immédiat, donc en général, c'est la chirurgie qui est incriminée. La question que je vous pose, quelles sont les étiologies du bloc auriculo-ventriculaire que vous connaissez? Alors, P6. Je sais que c'est les vacances, vous êtes fatigué, il est encore 9 heures du matin, vous êtes là, mais essayez de faire une petite gymnastique de votre cerveau, essayez de vous rappeler les étiologies du bloc auriculo-ventriculaire. Une réponse? Une réponse. Docteur Khan, oui, la fibrose, c'est ça, c'est la fibrose, mais il faut bien expliquer pourquoi la fibrose. C'est les maladies calcification du tissu septal. Oui. Ischémique, très bien. Docteur Khouja Zohra. Docteur Keshtal, ARA ou par extension des calcifications septo-interventriculaires, oui. Houssam Khalifi, endocardite infectieuse, oui. Donc, toutes vos réponses sont justes. Et on va essayer de les organiser, de les classer. Donc, soit par un mécanisme inflammatoire, c'est dans l'opération, vous avez l'inflammation, oui, dans les maladies systémiques, soit donc un processus, oui, iatrogène pour le Dr Hazi, oui, c'est juste. Mais bon, maintenant, je vais essayer. Donc, soit une inflammation, donc il va bloquer les conductions auriculo-ventriculaires, mais les caractéristiques de cette inflammation, c'est qu'elle peut être réversible. En général, elle est réversible, l'inflammation, elle ne dure pas dans le temps. C'est pour ça, chez un patient qu'on fait opérer qui sort avec un bloc auriculo-ventriculaire, on le laisse patienter pendant au moins 3 semaines en espérant que ça va régresser. On se dit peut-être que c'est inflammatoire. Donc, inflammatoire, la cause infectieuse, comme vos collègues viennent de le dire, ça peut être une cause infectieuse. Donc, dans ce cas-là, il faut traiter, notamment la brucellose qui donne des blocs auriculo-ventriculaires. Enfin, peut être iatrogène, c'est-à-dire en cas de chirurgie, on va sectionner le faisceau de His, on crée un
un bloc auriculo-ventriculaire. Elle peut être ischémique en cas d'infarctus du myocarde. Médicamenteuse, c'est lorsqu'on donne des bêta-bloquants à forte dose ou d'autres antiarythmiques chronotropes négatifs. C'est pour ça, en cas de rhumatismal, c'est inflammatoire, Dr Green. Donc, c'est pour ça que quand on opère un patient du cœur, lorsqu'il porte porteur d'une prothèse, lorsqu'il sort de la chirurgie, notamment d'un remplacement valvulaire aortique, s'il est en BAV, on ne va pas l'implanter rapidement, mais on va donner le temps à l'inflammation de régresser. Si elle est d'origine inflammatoire, si elle régresse, tant mieux pour lui. Si elle ne régresse pas, on est obligé d'implanter un pacemaker. Donc, merci encore pour votre réponse, votre participation. Donc, un patient qui sort de la chirurgie, il faut obligatoirement faire un ECG. Pourquoi? À la recherche de signes d'ischémie d'infarctus ou l'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, on avait vu que l'examen qu'on a vu tout à l'heure ne donnait pas des signes directs de dysfonction de prothèse en dehors de la radioscopie. Mais l'examen de référence en cas de dysfonction de prothèse restera toujours l'échocardiogramme Doppler. C'est l'examen clé. Et chaque fois qu'on vous demande chez un patient qui est porteur d'une prothèse ou qui présente un problème, il faut toujours demander un échocardiogramme Doppler. Donc, on a dit que cet échocardiogramme doit être réalisé au moins une fois par an et systématiquement au moindre doute de dysfonctionnement ou de thrombose de prothèse et en cas de syndrome infectieux. Il permet de mesurer les gradients transprothétiques, notamment le gradient moyen. Pourquoi le gradient? Eh bien, pour calculer la surface fonctionnelle ou la surface utile de la prothèse. Vous savez tous, quand vous avez un tuyau d'arrosage, chaque fois que vous diminuez le diamètre du tuyau, chaque fois qu'il y a diminution, il y a augmentation de la vitesse. Parce que l'énergie doit être conservée. Donc, vous avez un produit, le passage dans le sang à travers un tube ou n'importe quel produit, un produit d'un liquide à travers un tube, donc il est constant. Donc, la vitesse d'entrée est la même la vitesse de sortie. L'énergie d'entrée est la même que l'énergie. Cette énergie est fonction de la vitesse et du diamètre, puisqu'elle est constante. Si la vitesse augmente, ça veut dire que le diamètre doit obligatoirement diminuer. Donc, chaque fois qu'il y a diminution du diamètre, la vitesse augmente. La vitesse qui est proportionnelle au gradient. S'il y a augmentation de gradient de part et d'autre, de deux cavités, de part et d'autre de cette prothèse, c'est que la vitesse a augmenté. Si la vitesse a augmenté, cela implique que la surface a diminué. C'est ce qu'on appelle la surface utile ou la surface fonctionnelle. Donc, attention, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il doit avoir une échocardiographie de référence pour calculer ce gradient. Il était à combien à la sortie et maintenant il est à combien? Donc, pour calculer le gradient. Donc, chaque fois que le gradient augmente, ça sous-entend parce que le gradient égale 4 fois la vitesse au carré, normalement plus. Mais ce qui vous intéresse, à peu près, c'est 4 fois v au carré. Et chaque fois que le gradient augmente, la vitesse augmente. Et si la vitesse augmente, ça veut dire que la surface a diminué. Ça, on le calcule par le Doppler continu. Par contre, pour voir les fuites transprothétiques, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prothèse, elle est fixée par un anneau ou par une armature métallique sur le tissu valvulaire. Eh bien, quand elle n'est pas bien fixée par le fil, il se peut qu'un fil ne soit pas bien fixé et qu'il bouge de sa place, créant donc un orifice où le sang peut passer entre l'armature et le tissu valvulaire et ça va créer une fuite. Quand est-ce qu'il y a rupture de ce filament de fixation? Normalement, cette fixation se fait par des fils qui n'est pas organique, donc normalement qui doit rester à vie. S'il bouge, c'est que le tissu est devenu friable. Si le tissu est devenu friable, c'est en rapport soit un problème infectieux, inflammatoire ou bien ischémique. La fuite, on va la voir en échocardio-Doppler sous forme d'un mosaïque. Normalement, le flux qui se rapproche de la sonde, il est en rouge, et celui qui fuit la sonde, il est en bleu. Mais chaque fois que vous voyez les deux en même temps, donc il y aura un mélange de rouge et de bleu, vous allez avoir du jaune, du vert, toutes les couleurs, et donc c'est-à-dire que la vitesse, elle est importante, et donc ça témoigne d'un flux
d'une fuite paraprothétique, c'est-à-dire autour de cette prothèse, ou même intraprothétique. Si la valve ne se ferme pas bien sûr, il y aura une fuite. Donc, vous voyez que l'échocardiogramme Doppler permet de voir les gradients transprothétiques en cas de sténose et permet de voir les fuites, que ce soit des fuites prothétiques, intraprothétiques ou paraprothétiques par des insertions de valves. Bien sûr, on terminera notre examen par le calcul des dimensions des cavités et la force d'éjection du ventricule gauche qu'on appelle la fraction d'éjection. Donc, en cas de suspicion de dysfonction de prothèse, l'échocardiogramme Doppler transœsophagien, maintenant, c'est l'équivalent, c'est pas l'échocardiogramme transthoracique, mais plutôt transœsophagien. C'est l'équivalent du fibroscopique qu'on fait avaler au patient. Elle passe par l'œsophage. Pourquoi l'œsophage? Parce que l'oreillette, elle est plaquée contre l'œsophage. C'est pour ça qu'on vous dit l'ETO ou l'échocardiogramme transœsophagien permet un apport essentiel, notamment s'il s'agit d'une prothèse mitrale. Est-ce que vous avez saisi? Très bien. Là, vous avez un exemple d'un gradient élevé. Vous voyez les vitesses qui sont élevées en cas de sténose aortique. Normalement, voilà, on surveille, on suit la particule du globule rouge qui traverse la prothèse. Vous voyez, sa vitesse augmente jusqu'à arriver à un pic. Là, c'est la vitesse maximale. Puis, à la sortie, elle commence à chuter. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, cette surface, c'est l'intégrale temps-vitesse. Vous avez fait ça en terminale. Et va nous permettre de calculer la surface qui se trouve dans cet intervalle. Donc, c'est le temps en fonction de la vitesse. Et vous pouvez calculer la vitesse moyenne. Là, vous avez en Doppler couleur une fuite paraprothétique. Bien sûr, là, vous avez les échos de la prothèse. Et là, vous avez le rouge, le jaune, le bleu, et vous allez voir les différentes couleurs. Donc, ça c'est les fuites paraprothétiques. Donc, on a vu la surveillance d'un opéré du cœur d'une manière clinique. Qu'est-ce qu'on recherche sur le plan clinique? Électrique, radiographique, échocardiodoppler. Mais aussi, il ne faut pas oublier la surveillance du traitement anticoagulant chez votre patient. Ce traitement anticoagulant par les antivitamines K est indispensable et ceci de manière définitive. Donc, ce se fait par l'INR, on ne fait plus donc par le TP, mais on fait par l'INR. Donc, cet INR doit être demandé jusqu'à l'équilibration, lorsqu'on arrive à la fourchette souhaitée, parce qu'on utilise l'acénocomarol ou le Syntran, c'est toutes les 72 heures. Une fois qu'on a l'INR souhaité, on refait 24 heures après. Si on a 2 INR dans la fourchette à 24 heures d'intervalle, on le refait au bout de 72 heures. L'anticoagulation, je vous rappelle, ne se fait que par les antivitamines K. On ne peut pas utiliser en cas de prothèse les nouveaux anticoagulants oraux. On utilise les nouveaux anticoagulants oraux que dans la FA non valvulaire, c'est-à-dire il n'y a pas de prothèse, il n'y a pas de sténose. C'est ça la FA non valvulaire. Pas de prothèse, pas de sténose. En cas d'IM, FA, avec IM, vous pouvez donner les NACO, les nouveaux anticoagulants oraux directs. Par contre, si vous avez un rétrécissement mitral, vous n'avez pas le droit de mettre les anticoagulants oraux directs. Donc, c'est dans la FA non valvulaire et dans la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Ce sont les 3 indications des NACO, les anticoagulants oraux directs. Donc, une fois que l'INR est dans les normes, donc pour les AVK, bien sûr, je reviens par les antivitamines K, on doit le contrôler une fois par mois. Chaque fois que le patient reçoit un nouveau traitement, vous êtes dans l'obligation de demander un nouveau INR. Pourquoi? Rappelez-vous que je vous ai dit que pour les antivitamines K, il y avait une forte interaction médicamenteuse. Tous, ils passent par le cytochrome P450.
Donc, chaque fois qu'il prend une nouvelle ordonnance, le patient, au bout de 2 jours, doit refaire son ordonnance, son INR. Bien sûr, il faut expliquer au patient pourquoi il doit prendre son traitement anticoagulant à vie, pourquoi il doit avoir un INR parfaitement équilibré. Il doit aussi savoir comment gérer son INR. S'il est au-dessous de la fourchette, il doit augmenter les doses. S'il dépasse la fourchette, il doit diminuer les doses. S'il dépasse 6, il doit arrêter et refaire l'INR le lendemain. Les porteurs de bioprothèses ne nécessitent pas de traitement anticoagulant, sauf durant les 3 premiers mois post-opératoires. Pourquoi? Pourquoi en cas de bioprothèse, on donne un traitement anticoagulant, alors qu'on avait dit que la principale raison de faire les bioprothèses, c'est éviter de prendre le traitement anticoagulant. Et là, on dit que les porteurs de bioprothèses nécessitent un traitement anticoagulant durant les 3 premiers mois post-opératoires. Une réponse? C'est juste une prophylaxie post-opératoire. Pas vraiment ça, non. Très bien. J'ai une réponse de Dr. Holly qui me dit le temps de faire une réendothélisation, bien sûr, parce que rappelez-vous, la prothèse, on avait dit qu'elle était constituée d'un anneau ou d'une armature métallique sur lesquelles est surmontée des valves natives, des valves biologiques. Pour les valves, ça ne pose pas de problème, mais pour l'armature, il faut s'attendre qu'elle soit recouverte par l'endothélium et que le sang n'entre plus en contact avec cette surface lisse métallique. Donc, c'est le temps de c'est la même chose que pour les stents. Rappelez-vous, on avait discuté de ce problème d'endothélisation des stents. Très bien, Dr. Lomeissa. Ou bien sûr, s'il y a une autre raison pour... non, ce sont des prothèses stentless. On ne devrait pas mettre de traitement anticoagulant. On peut se contenter seulement de donner de l'aspirine et c'est pas d'antivitamine K, en tout cas. Donc, les porteurs de bioprothèses ne nécessitent pas de traitement anticoagulant, sauf durant les 3 premiers mois post-opératoires, c'est le temps de l'endothélisation de l'armature métallique, ou naturellement, bien sûr, s'il existe une autre raison, si la patiente elle est en infarct, bien sûr qu'il faut anticoaguler, il faut mettre la patiente sous traitement anticoagulant. Bon, je ne vous demande pas de retenir ces INR cibles, mais pour la prothèse aortique, il faut savoir que tous les porteurs de prothèses mécaniques doivent recevoir à vie un traitement anticoagulant par les antivitamines K parfaitement équilibrés. Pour la prothèse aortique, l'INR entre 2,5 à 3, je pense que c'est trop. Pour les prothèses de dernière génération, l'INR doit être entre 2 et 2,5 pour l'aortique et entre 2,5 à 3 pour les prothèses mitrales. Là, c'est les anciennes, je n'ai pas corrigé, c'est les anciennes prothèses. La question que je me pose, pourquoi l'anticoagulation doit être beaucoup plus importante pour la prothèse mitrale par rapport à la prothèse aortique? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une réponse? Pourquoi on doit anticoaguler d'une manière beaucoup plus énergique, plus importante, la prothèse mitrale que la prothèse aortique? J'ai là une réponse. C'est Dr Hamza qui me dit à cause du risque de thrombose lié à l'auricule gauche. Pas vraiment ça. Dr Hedir Bouchra qui me dit on craint le passage en infarct. Non, pas à cause de ça. Dr Keshtal qui me dit parce que le gradient transmitral est plus faible, favorisant la stase et donc la thrombose. Très bien, Dr Keshtal. Très bien aussi. Dr Hedir qui me dit aussi car les oreillettes sont des cavités à basse pression. Oui, c'est tout ça. Pourquoi bien? Vous imaginez que au niveau de l'oreillette, l'écoulement, il est lent. Vous avez une surface de contact qui est plus importante entre l'oreillette et le ventricule. Et donc, le sang, en passant, va s'écouler de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Et donc, il y aura le temps de thromboser. Par contre, au niveau de l'aorte, la surface, elle est beaucoup plus petite. Et la force d'éjection du ventricule gauche, elle est importante.
ça crée ce qu'on appelle des forces de lavage. Donc, vous imaginez, si vous avez des saletés sur le mur, si vous voulez les enlever, eh bien, vous diminuez la surface de votre tuyau d'arrosage pour augmenter la vitesse et enlever ces saletés. C'est la même chose pour les prothèses aortiques. Dès que vous avez des petites thrombis qui se forment, lors de la prochaine force d'éjection du ventricule gauche, il va laver ces microthrombis et il ne laisse pas le temps au thrombus de se former. Est-ce que c'est clair pour vous pourquoi la mitrale doit être beaucoup plus anticoagulée que l'aortique? Très bien. Merci, Dr. Hayaldin. Donc, le traitement anticoagulant en cas de prothèse ne doit jamais être interrompu. En cas d'extraction dentaire, par exemple, le patient, il vient vous voir, le docteur, j'ai envie d'enlever une dent, elle me fait mal, il est sous AVK, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, vous allez lui dire de diminuer la dose de votre antivitamine K. Bien sûr, en général, on augmente ou on diminue d'un quart de comprimé, parce qu'on a des comprimés de 4 mg, on n'a pas des comprimés de 1 mg. On diminue normalement du quart de la dose que le patient prend. Et on lui dit de refaire l'INR dans les 72 heures. Si votre INR devient entre 2 à 2,5, on peut lui dire, on peut l'autoriser à faire son extraction dentaire et la reprise de son traitement anticoagulant le jour même, le soir. Pourquoi? Reprendre son traitement antivitamine K à la dose à laquelle il était bien anticoagulé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 1 à 3 jours. C'est le jour même, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, interruption de traitement anticoagulant. On n'interrompt jamais un traitement. Donc, reprise le traitement le jour de l'extraction à la dose à laquelle il était bien anticoagulé. Parce que ça va mettre du temps pour que la coagulation se fasse. On avait dit que pour les AVK, il n'avait pas une action anticoagulante urgente, mais qu'il fallait attendre un certain temps que les nouveaux facteurs de coagulation peuvent fixer le calcium et exercer leur rôle de carboxylation ou le rôle enzymatique. En cas de chirurgie extracardiaque ou en cas de complications hémorragiques, bien sûr, il faut là arrêter le traitement anticoagulant. On peut faire des INR de contrôle. Une fois que vous avez un INR égal à 2, vous substituez par l'héparine. En cas de grossesse, le risque d'accident thromboembolique il est multiplié par 10. On avait dit qu'en cas de grossesse, au cours du premier trimestre, à cause du risque tératogène des AVK, on substitue par l'héparine et après la 36e semaine d'aménorrhée aussi, on fait la substitution par l'héparine. Fin de grossesse à cause de risque hémorragique, début de grossesse à cause de risque tératogène, de malformation, parce qu'on avait dit qu'au cours de la premier trimestre, il y a ce qu'on appelle l'organogénèse, la formation des organes. On avait dit qu'il y avait une exception, si la patiente elle est bien anticoagulée pour une dose d'AVK moins de 2 mg par jour, on peut laisser le traitement par AVK pendant toute la grossesse jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée. Par contre, si elle nécessite des doses beaucoup plus importantes, on est obligé de switcher par l'héparine. Comment on switch par l'héparine? On diminue les doses, là on arrête carrément, là on arrête les doses d'AVK. Une fois qu'on a un INR à 2, on met notre patient sous héparine. Donc là, je vous explique le relais. Donc, l'attitude classique consiste à mettre les patients sous héparine durant le premier trimestre de grossesse en raison de risque tératogène des AVK et durant les 15 derniers jours en maintenant les AVK entre-temps. C'est-à-dire les AVK, on les maintient au cours du deuxième trimestre de grossesse et au début du dernier trimestre de grossesse. Les recommandations actuelles de certains auteurs européens, c'est recommandé maintenant, vont plutôt dans le sens d'un traitement par AVK pendant toute la durée de grossesse jusqu'à la 38e semaine. Et là, c'est recommandé. Avant, il n'y avait pas de consensus, mais actuellement, c'est recommandé notamment par la Société européenne de cardiologie. Là, c'est la carte chez les patients porteurs de prothèses. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Là, on va
terminer le cours. Je vais aller rapidement. Normalement, vous avez bien compris le principe de fonctionnement de la prothèse et le mécanisme de surveillance de la prothèse. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, on va les complications. Bien sûr, on a les complications des prothèses mécaniques, les complications des bioprothèses et enfin les complications rares. Les complications des prothèses mécaniques, les complications à laquelle on s'attend, c'est les complications de traitement anticoagulant, c'est-à-dire le risque hémorragique. Les complications thromboemboliques, s'il n'est pas bien anticoagulé. Soit il est trop anticoagulé, et donc les complications hémorragiques, soit il n'est pas bien anticoagulé, ce sont les complications thromboemboliques. On a les complications infectieuses et enfin la désinsertion de prothèses. Pour les bioprothèses, les valves biologiques, la principale complication, c'est la dégénérescence de cette bioprothèse. Les complications rares, c'est l'hémolyse et la fracture. Les complications thromboemboliques, bien sûr, on les voit avec les prothèses mécaniques qu'avec les bioprothèses. Elles sont plus fréquentes dans les premières années suivant l'implantation de la prothèse, c'est-à-dire là où le patient ne sait pas gérer son traitement anticoagulant. Mais le risque persiste. L'incidence est plus élevée pour les prothèses mitrales que pour les prothèses aortiques. Et là, je vous donne des chiffres. Bon, elles ne sont pas là. Mais vous allez voir, on l'avait dit, expliquer pourquoi les complications thromboemboliques sont beaucoup plus importantes pour les prothèses mitrales que pour les prothèses aortiques. Les complications donc thromboemboliques, c'est les embolies systémiques, thrombose de prothèse, dysfonction de prothèse et thrombose non obstructive. Les embolies systémiques, c'est-à-dire le thrombus peut se former au niveau de la prothèse et migrer dans n'importe quel territoire de l'artère qui irrigue un certain organe. S'ils vont par exemple dans la sylvienne qui irrigue le cerveau, vous allez avoir un AVC ou un AIT, donc un accident ischémique transitoire ou constitué. S'il va vers le membre, on aura ce qu'on appelle l'ischémie aiguë d'un membre inférieur ou supérieur. Comment on traite l'ischémie aiguë? Comment on traite l'ischémie aiguë d'un membre? Une seule réponse? Très bien, Dr Hazi. D'autres réponses? Ah, Gestalt, très bien aussi. C'est la fogartisation. N'oubliez pas la fogartisation. Comment on traite l'infarctus du myocarde embolique? L'infarctus du myocarde. C'est toujours les mêmes. Hein? Dr Khalil, par angioplastie primaire, très bien, ou thrombolyse aussi. Angioplastie, oui, toujours angioplastie de première intention ou thrombolyse. Comment on traite maintenant l'accident ischémique, l'AVC constitué? L'AVC? Très bien, docteur Houari Gharid Fithiya. La thrombolyse. On avait dit, rappelez-vous, oui, docteur Zohra Khouja, la thrombolyse. On avait dit si le patient il est vu dans les 3 premières heures qui suivent la phase plégique, la phase paralytique, c'est la thrombolyse. On avait vu les indications de la thrombolyse. Rappelez-vous bien, on avait dit qu'on utilisait la métallyse. Très bien, bon, il y en a des gens qui suivent, ça me fait plaisir. Donc, on peut continuer. Là, vous avez une photo de thrombose de prothèse. Voilà, vous avez une prothèse. Là, elle s'ouvre, il n'y a pas de souci. Mais là, elle reste fermée et la constitution donc, de thrombus sur l'aile qui reste bloquée. Voilà, vous voyez l'armature métallique qui est fixée sur le tissu valvulaire. Donc, la thrombose de prothèse, c'est surtout donc l'apanage des prothèses mécaniques. Elle peut être aiguë, donc à l'accident brutaux, souvent dramatiques, œdème aigu pulmonaire. Comme je vous l'ai dit, si vous avez une prothèse mécanique mitrale qui est bloquée donc le sang ne peut plus passer vers le ventricule, il va regurgiter en amont, c'est-à-dire vers les veines pulmonaires. Il sera responsable d'un œdème qu'on ne pourra pas réduire, même avec le diurétique, les dérivés nitrés. Le patient ne va pas répondre. Et là, il faut l'opérer en urgence. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Thrombose de prothèse, qu'est-ce qu'on peut faire en urgence?
Opérer en urgence, si vous ne pouvez pas l'opérer en urgence, qu'est-ce que vous pouvez faire? Très bien, c'est toujours Dr Hazi qui répond. Ah, Khayruddin, ça me fait plaisir. C'est la thrombolyse, bien sûr. Si vous ne pouvez pas l'opérer, rappelez-vous les indications. Je vous ai dit, quand une prothèse elle est thrombosée et le patient complique, notamment si vous faites un OAP irréductible qui ne répond pas au traitement, eh bien vous êtes dans l'obligation de tenter la thrombolyse. Et croyez-moi, on a beaucoup thrombolysé nos patients et ça a donné d'excellents résultats. Une patiente qui ne pouvait pas s'allonger, qui était en position assise, penchée en avant, qui souffrait le martyre parce qu'elle ne sentait pas le sang passer vers les... il n'y avait pas d'oxygénation parce que les alvéoles, bien sûr, sont inondés par le sang et donc il n'y a pas cet échange alvéolo-capillaire. Bien, une fois qu'on l'a thrombolysé, il y a eu une nette amélioration de la symptomatologie fonctionnelle et je pense qu'on n'a même pas opéré. Cette patiente est sortie avec une bonne anticoagulation, mais tout simplement parce qu'elle ne prenait pas son traitement anticoagulant. On ne lui a pas expliqué en chirurgie qu'il faut prendre son traitement anticoagulant à vie et si elle ne le prenait pas, les risques auxquels elle était exposée. Donc, merci encore, très bien pour votre réponse. Donc, si la prothèse mitrale elle est bloquée, c'est l'œdème aigu. Par contre, si la prothèse aortique elle est bloquée, c'est la mort subite. Rien ne passe vers la périphérie. Donc, c'est la complication majeure et dramatique. On peut avoir des embolies périphériques dans les jours ou les semaines précédentes. Le patient doit être hospitalisé en urgence et réintervention, plus rarement un traitement thrombolytique. Parce qu'il faut toujours rechercher le foyer thrombotique qui est souvent la prothèse. Donc, on peut avoir des thromboses qui gênent les mouvements de l'élément mobile responsable d'accidents emboliques, une sténose ou une insuffisance prothétique avec une insuffisance cardiaque. Là aussi, c'est un exemple de prothèse qui se forme, de thrombus qui se forme sur une prothèse. La thrombose peut être non obstructive, la valve peut s'ouvrir, mais il y a le thrombus au-dessus, donc elle sera responsable par des accidents thromboemboliques. Donc, chaque fois que vous avez des accidents thromboemboliques, rappelez-vous, il faut rechercher le foyer emboligène qui est généralement la prothèse. La désinsertion de prothèse. En général, quand on a une désinsertion de prothèse, il faut suspecter une endocardite infectieuse. Parce que je vous ai dit que la prothèse, l'armature métallique, elle est fixée sur le tissu valvulaire. S'il y a rupture ou désinsertion, c'est qu'il y a un fil qui s'est détaché. Et si un fil s'est détaché, c'est que le tissu valvulaire est devenu friable, fragile. Et quand est-ce qu'il devient friable, fragile? Je vous ai cité deux circonstances. C'est en cas d'inflammation, dans ce cas-là, c'est l'endocardite infectieuse, ou bien ischémique en cas d'infarctus du myocarde. Là, s'il y a une désinsertion de prothèse, la première étiologie à laquelle on suspecte, c'est par lâchage des sutures, donc l'endocardite infectieuse. Soit il s'agit d'une désinsertion plus importante, elle est asymptomatique, on la suspecte par l'apparition d'un souffle, soit elle est plus importante et donc le sang va passer entre la prothèse et le tissu valvulaire et sera responsable d'une anémie hémolytique avec une insuffisance cardiaque. Donc cette anémie hémolytique, comment on va la reconnaître? On va la reconnaître par l'augmentation des lactodéshydrogénases libérées par les globules rouges qui vont éclater lors de leur passage entre cette ouverture, c'est-à-dire cette désinsertion de prothèse, l'aptoglobine indosable et la présence de schizocytes. Schizo veut dire coupé et cytes cellules. C'est des cellules qui sont disjectées, qui sont coupées, qui signent le caractère mécanique de l'hémolyse. Donc, trois signes, augmentation de la LDH, l'aptoglobine et la présence au frottis sanguin de l'aptoglobine. Donc là, vous avez des schizocytes qu'on voit sur le frottis sanguin où vous voyez des globules rouges qui sont disjectés. Et donc là, elles signent le caractère mécanique de l'hémolyse. On a même décrit l'hémolyse en cas de bioprothèse. Ne soyez pas étonnés si vous voyez dans l'hémolyse en cas de bioprothèse. L'endocardite infectieuse, donc c'est une complication grave parce que la mortalité, elle est plus de 50%. Le risque est très important en cas de prothèse mécanique que bioprothèse et il existe des formes précoces et des formes tardives.
je ne reviens pas sur l'endocardite. Vous avez tout un cours qui vous parle des endocardites post-opératoires précoces, dont le germe est souvent le staphylocoque, qui nécessite une réintervention récente et tardive. Donc, le staphylocoque encore dans 50% des cas. Mais en général, elles sont de très mauvais pronostics. Mais ce que vous devez retenir, c'est devant toute fièvre inexpliquée chez un patient porteur de prothèse, c'est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Et donc, vous devez vous abstenir à donner des anticoagulants. Il ne faut pas donner des anticoagulants. Il faut par contre, vous pouvez donner des antipyrétiques s'il y a une fièvre importante, des antalgiques s'il a mal, mais pas d'antibiotiques, en tout cas pas dans les médias. Vous devez faire en première intention des hémocultures systémiques avant toute antibiothérapie prescrite à l'aveugle. Donc, faites des hémocultures chez votre patient ou envoyez-le dans un service qui fait les hémocultures pour avoir une prise en charge spécialisée. Mais surtout pas d'antibiotiques. L'échocardiographie, bien sûr, elle est faite systématiquement après les hémocultures à la recherche d'abcès, des valves déchirées ou bien des signes qui sont en faveur de l'endocardite infectieuse. Les complications liées au traitement anticoagulant, ce sont les accidents hémorragiques. C'est pour ça qu'on préfère chez les patients âgés, plus de 75 ans, de leur placer des bioprothèses parce qu'ils sont à haut risque de saignement. Les vaisseaux deviennent fragiles et c'est des patients qui saignent facilement. Les hémorragies peuvent se voir à n'importe quel étage, hémorragie cérébrale, digestive, hématurie, mélométrorragie, hématome. Certains peuvent être graves, notamment les hémorragies cérébrales qui peuvent aboutir au décès du patient. Je rappelle aussi l'interdiction de faire des injections intramusculaires chez les patients qui sont sous antivitamine K. Donc, pas d'injection intramusculaire. Vous pouvez faire des injections intraveineuses, sous-cutanées, mais surtout pas d'injection intramusculaire. Donc, intraveineuse, oui, sous-cutanée, oui, mais pas d'injection intramusculaire. En cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? Le traitement, bien sûr, par les antivitamines K doit être interrompu. Le maintien de l'anticoagulation par l'héparine, s'il y a une élévation moins de 6, avec un TCK ou TCA plus ou moins 2 fois le témoin. Par contre, s'il y a une hémorragie importante, non, on doit arrêter tout traitement anticoagulant. Le docteur Lebdouni me pose la question, pourquoi pas d'injection intramusculaire chez les patients sous AVK? Bien, tout simplement parce qu'on ne sait pas quelle artère est en train de saigner et on ne peut pas la comprimer. C'est là, chaque fois qu'on ne peut pas comprimer l'artère responsable du saignement, elle devient une contre-indication. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, on peut la mettre en intraveineux. Parce que s'il saigne, il suffit de comprimer, le problème est réglé. Mais par contre, en intramusculaire, il y a plusieurs artérioles. Ce n'est pas une artère, c'est des micro-artérioles qui saignent et on ne peut pas les comprimer. La compression ne peut pas se faire, c'est pour ça que c'est une contre-indication. Donc, l'interruption temporaire du traitement anticoagulant est parfois nécessaire, notamment en cas d'hémorragie intracrânienne, dont le pronostic est généralement sombre. On a vu donc les complications de prothèses mécaniques. Vous avez vu les complications thromboemboliques, les complications hémorragiques et rarement les complications infectieuses. Donc, vous devez retenir les gros titres. Je ne vous demande pas d'entrer dans les détails, mais vous devez savoir, soit elle prend pas d'une manière efficace en traitement anticoagulant, donc exposée aux complications thromboemboliques, soit elle prend plus qu'il n'en faut ce traitement AVK, et donc ce sont les complications hémorragiques. La détérioration tissulaire survient en cas de bioprothèse. On avait dit que la principale complication, c'est la détérioration tissulaire parce que c'est un corps organique qui va se dégénérer. Donc, ça va donner des calcifications ou bien des déchirures de ces bioprothèses. Parce qu'en cas de bioprothèse, en général, on ne prend pas de traitement anticoagulant, le risque thromboembolique est faible
Et donc, la seule principale complication, c'est la dégénérescence de ces bioprothèses. Cette dégénérescence donc, se fait par des calcifications qui se déposent sur les valves natives et la déchirure de ces bioprothèses. Donc, qui peuvent être responsables de sténose ou de fuite valvulaire, imposant la réintervention. Les complications rares, c'est l'hémolyse, parce que le passage du sang à travers cette prothèse donc, va exposer, va détruire les globules rouges. Donc, mais en général, cette hémolyse, elle n'est pas cliniquement visible. On n'a pas de pâleur, on n'a pas d'anémie, elle est infraclinique. Mais une fois qu'elle devient cliniquement visible, elle est pathologique et nécessite donc un remplacement valvulaire de nouveau, notamment en cas de désinsertion de prothèse. La fracture de l'inellette, elle est exceptionnelle et moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Fracture de l'inellette, en général, les prothèses sont bien conçues pour qu'on n'a pas ce genre, normalement, on ne doit pas avoir ce genre de complications. Voilà, ça les points forts que vous devez retenir. Les porteurs de prothèses valvulaires sont exposés à un certain nombre de complications, notamment thromboemboliques, surtout lorsqu'il s'agit d'une prothèse mitrale. Les embolies artérielles périphériques, notamment cérébrales, représentent la complication la plus fréquente des prothèses. L'endocardite sur prothèse demeure une complication redoutable. Le diagnostic des dysfonctions de prothèse fait surtout appel à l'échocardiogramme Doppler transthoracique et transophagien. Donc, la surveillance du traitement anticoagulant et l'obtention d'un équilibre parfait de celui-ci est indispensable et doit être l'objectif principal de suivi effectué par le médecin traitant. Et bien sûr, la prévention de l'endocardite infectieuse. Est-ce que vous avez maintenant des questions sur le coup? Pas de questions sur? Vous avez bien compris? Eh bien, puisque vous avez bien compris, on va faire rapidement un petit cas clinique et pour voir est-ce que vous avez bien compris votre cours. Donc, patient de 62 ans, opéré pour remplacement valvulaire mitral 6 mois auparavant. Donc, c'est un Saint-Jude, prothèse type Saint-Jude à double ailette, donc dernière génération, pour maladie mitrale rhumatismale. Hospitalisé en urgence pour un accident neurologique régressif. Aphasie motrice transitoire, survenue quelques heures plus tôt, totalement régressif en une vingtaine de minutes. Aux urgences, donc quand elle vient vous voir aux urgences, l'examen neurologique est normal, elle ne présente pas de fièvre, mais on ne chiffre pas la fièvre, on ne dit pas combien. L'auscultation de la prothèse mitrale, elle est normale, il n'y a pas de bruit surajouté, il n'y a pas de bruit diastolique, pas de signe d'insuffisance cardiaque, bien que l'on ait la notion d'une dysfonction ventriculaire gauche avant l'intervention, avec une fraction d'éjection du VG à 40%. Le CG, elle est en fibrillation auriculaire avec une fréquence ventriculaire moyenne à 70 battements cycles par minute et une hypertrophie ventriculaire gauche. La radiographie pulmonaire retrouve une cardiomégalie, une dilatation atriale gauche et une vascularisation pulmonaire normale. Le dernier INR, il y a 15 jours, il était à 1,8. Question 1. Pourquoi avoir mis en place une valve mécanique? Pourquoi avoir préconisé chez cette patiente une valve mécanique? Je vous rappelle que c'est une patiente qui a 62 ans. J'ai une première réponse? Non. Au contraire, pourquoi une insuffisance mitrale fonctionnelle? Non. Docteur Khalfi? Rétrécissement aortique. Rétrécissement aortique. Elle a une maladie mitrale rhumatismale. Une maladie mitrale rhumatismale, c'est-à-dire une insuffisance mitrale plus un rétrécissement mitral. Non, ce n'est pas parce qu'elle a un rétrécissement mitral qu'elle doit avoir une prothèse mécanique. Voilà. Très bien, docteur Khouja, c'est son âge. Donc, on avait dit que les bioprothèses, c'était pour les patients plus de 75 ans. Elle a 62 ans, donc on préconise chez elle une prothèse mécanique. Bien sûr, elle a 62, comme dit docteur Khalifi, elle a 62 ans et elle peut suivre son traitement
elle peut observer un traitement. Espérance de vie, bien sûr, docteur Hadri, espérance de vie, elle est plus lente. Très bien, docteur Hadri, oui. Est-ce que c'est la seule raison? Ah, très bien, docteur Hazik, chaque fois qu'il me surprend par ses réponses. Parce qu'elle a une fibrillation auriculaire. Puisqu'elle a une fibrillation auriculaire, donc elle doit être anticoagulée. Et donc, pourquoi lui mettre une bioprothèse si elle doit être anticoagulée? Si elle doit être anticoagulée, donc il faut mieux lui mettre une prothèse mécanique. Très bien pour vos réponses. Donc là, je suis content. Vous répondez très bien aux questions. Donc, pourquoi avoir mis en place une valve mécanique? Eh bien, tout simplement, à cause de son âge et l'existence de fibrillation auriculaire. Comment on choisit la prothèse mécanique ou la prothèse bioprothèse? Prothèse mécanique chez les sujets moins de 60 ans en général, quand ils ont une FA associée, ou bien le niveau social et intellectuel capable d'un suivi correct. Prothèse biologique, plus de 75 ans, lorsqu'ils sont en rythme sinusal, et ou bien lorsqu'il y a une chirurgie lourde hémorragique programmée à courte distance. Une autre question. De quelle surveillance devait-elle bénéficier après l'intervention chirurgicale? De quelle surveillance devait-elle bénéficier après l'intervention chirurgicale? Docteur Green me dit l'INR, bien sûr. Docteur Lebdouni, chaque mois pour l'INR chez son médecin traitant, médecin, oui, très bien. Écho-Doppler, Dr Hamza me parle d'écho-Doppler à 3 mois. Dr Houari, Garid me parle d'un ECG immédiatement. Dr Kouli, ECG en post-op, l'INR, l'écho-Doppler, oui, encore. Clinique, échocardiographique, ECG, Dr Khalifi, très bien, Dr Khalifi Houssam. Bien sûr, c'est reprendre ce qu'on avait dit sur le cours. Donc, c'est un résumé du cours. Là, on vous résume le cours, on vous dit ce qu'il faut faire. Donc, la surveillance doit être multidisciplinaire. Prévention de l'endocardite et des accidents thromboemboliques. L'éducation des patients. L'examen clinique complet tous les 3 à 6 mois. L'auscultation à la recherche des signes d'insuffisance cardiaque, une modification des bruits de valve. Un souffle de régurgitation. L'examen paraclinique, l'échocardiographie. L'examen bucco-dentaire à la recherche de caries dentaires, un carnet de suivi par les AVK et carte de porteur de valve avec recommandation pour la prévention de la maladie ossellaire. Oui, radiographie de thorax, docteur Lebdouni, oui, c'est bien. Quelle hypothèse diagnostique formulez-vous chez cette patiente? Quel est le diagnostic? Vous recevez cette patiente chez vous, vous êtes de garde au niveau des urgences, où vous avez fait le cours. Et là, quel est le diagnostic? AIT, docteur Khoja, oui. AIT pour docteur Hazi, parce que l'INR était bas il y a 15 jours. Oui, donc c'est un AIT, le diagnostic. C'est un AIT, docteur Khalil, oui, sur thrombose de prothèse. Très bien, donc AIT sur thrombose de prothèse. OK, d'accord. Donc, AIT, donc c'est le diagnostic à retenir. AVC hémorragique, on ne peut pas l'exclure parce qu'elle est sous traitement anticoagulant, même s'il a complètement régressé. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est l'AIT. Dans le cas d'un porteur de prothèse valvulaire cardiaque, le premier étiologie à envisager chez elle est la thrombose de prothèse, c'est d'autant plus que la patiente était mal anticoagulée depuis plusieurs mois, ce qu'a répondu notre collègue. Donc, je vais bien assimiler le cours. La thrombose valvulaire, elle est de 0,2% par année si elle passe en position aortique, alors qu'elle passe à 0,4% en position mitrale. Et ça, vous savez pourquoi. Surtout, elle se voit surtout pour les prothèses mécaniques. Les facteurs qui vont favoriser cette thrombose, c'est l'existence d'une arythmie, d'une fibrillation auriculaire, l'âge, plus l'âge est avancé, plus il y a trop de thrombus, altération de la fonction VG, dilatation de l'oreillette gauche et les antécédents de thrombose. C'est les facteurs favorisants de la thrombose valvulaire.
Donc, deux types de tableaux que vous avez, soit une thrombose aiguë, occlusive, c'est-à-dire la valve qui est complètement fermée, c'est choc cardiogénique majeur et brutal. Soit la thrombose, elle est partielle, insidieuse, c'est l'embolie périphérique. Quel examen supplémentaire allez-vous demander en urgence? Donc, vous avez reçu la patiente au niveau des urgences, vous savez qu'elle est porteuse d'une prothèse mécanique, que l'INR était mal anticoagulé il y a 15 jours. Qu'est-ce que vous allez lui demander en urgence quand elle vient vous voir comme examen? Éco-Doppler, docteur Khalil, très bien. L'Abdouni, un ECG, bon, on vous a donné l'ECG, donc on ne va pas le redemander parce qu'on vous parle en FA avec dilatation atriale, radiographie pulmonaire normale. Docteur Rouja, scanner cérébral, oui, ce qu'il faut faire, c'est le scanner cérébral en urgence. Elle a un problème neurologique. Il faut voir qu'est-ce qu'elle a fait au niveau du cerveau. Donc, il faut faire un scanner. Un écho-cœur aussi, très bien. Le docteur Rouja et docteur Khaireddin qui me parlent d'écho-Doppler. Quel écho-Doppler? Écho-cœur ou docteur Khaireddin? Écho-Doppler cardiaque? Qu'est-ce que vous voulez dire par écho-Doppler? Docteur Khaireddin, écho-Doppler cardiaque? Parce qu'il y a l'écho-Doppler vasculaire. OK, donc, docteur Khaireddin confirme l'écho-Doppler cardiaque. Hamza, donc, elle reprend le cours, pardon, docteur Hamza. L'écho, le CG, l'IRM cérébral parce qu'elle consulte pour highlighter, oui. Donc, soit l'IRM, soit le scanner, l'échocardiographie, Doppler, l'INR, oui, autre examen. Très bien, docteur Hazid. Ah, docteur Hazid, elle m'étonne. Chaque fois, elle me sort des réponses. Oui, la même chose pour docteur Gestalt, c'est la radiocinéma ou la radioscopie. Au moins, il y a deux qui ont pensé à la radiocinéma, à la radioscopie, pour voir s'il n'y a pas une thrombose de prothèse. Très bien, docteur Hazi et docteur Gestalt, docteur Gestalt, pardon. Donc, c'est la radiocinéma ou la radioscopie. Bien sûr, c'est dans tous les centres de cardiologie qui font du cath lab, qui font du cathétérisme cardiaque, ils ont une salle de cathétérisme cardiaque. Ou bien même, vous pouvez l'avoir dans le cas de chirurgie orthopédique, ils ont un ampli de brillance, vous pouvez l'avoir. Donc, chacun un centre de chirurgie, surtout orthopédique, ou bien de cardiologie, service de cardiologie, qui a une salle de cathétérisme cardiaque, vous pouvez faire une radiocinéma. OK? Donc, on avait parlé le CG. Le CG, on a le CG, donc ce n'est pas la peine de le demander. On demande l'INR parce que comme elle a un INR qui date de 15 jours, on demande un écho-cœur, on demande un scanner ou bien un IRM, une radioscopie, puis quoi encore? Bien sûr, pour confirmer le diagnostic d'AIT ou d'AVC, il faut faire un scanner ou l'IRM. Maintenant, dans le cadre de l'enquête étiologique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'écho-doppler des artères supraortiques. Parce qu'elle peut avoir une plaque d'athérome qui s'est rompue et qui est responsable de l'AVC ou de l'AIT. C'est la première étiologie. Si elle n'était pas porteuse d'une prothèse, premier diagnostic, c'est la rupture d'une plaque. C'est un AVC en rapport, donc il faut faire obligatoirement un écho-doppler des troncs supraortiques. Bien sûr, il faut faire l'échocardiogramme cardiaque, mais aussi l'écho-doppler des troncs supraortiques. On peut faire une radiocinéma, on peut faire donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait votre cours sur l'endocardite infectieuse, mais on vous a parlé des anévrismes mycotiques. Elle peut faire une rupture d'anévrisme mycotique. Donc, il faut faire le bilan, quoique le tableau n'est pas en faveur, mais on nous a dit pas de fièvre, mais on ne nous a pas chiffré. On ne nous a pas donné la température. Donc, il faut demander un bilan inflammatoire, il faut demander une formule, il faut demander l'INR. Et le TO, pour l'échographie, parce que c'est une prothèse mitrale, on peut s'aider par l'échographie transœsophagienne.
l'échographie transœsophagienne, on avait dit que la prothèse mitrale était bien visible avec une échographie transœsophagienne. On va voir les réponses. Donc, un scanner cérébral ou une IRM, un bilan de coagulation avec l'INR, un bilan inflammatoire, bien que le patient soit apéritique, pour rechercher d'éventuels signes en faveur d'une endocardite infectieuse, un échocardiogramme transthoracique ETT et transœsophagien, un radiocinéma de prothèse et un échodoppler des troncs supraortiques. Très bien, vous avez presque répondu à toutes les questions, c'est bien. L'INR est maintenant actuellement, on a demandé l'INR, il est à 1,9, comparable à celui des dernières semaines. Était-il correct? Quel est l'objectif de l'INR dans cette situation? Est-ce qu'il est correct? L'INR à 1,9, est-ce qu'il est correct? Une réponse? Non, trop bas, Dr Hazi, très bien. Green non plus, très bien. Donc, c'est l'INR, Khairuddin, oui. Donc, vous vous accordez tous à dire que l'INR, que cette patiente était mal anticoagulée. C'est vrai? Non, parce que l'INR cible, c'est entre, on avait dit, entre 2,5 et 3,5. Très bien, et 3, oui, pas 3,5, c'est trop. En plus, elle a des facteurs de risque de thrombose. Elle a une prothèse mitrale, elle est en FA, elle a une dysfonction VG, rappelez-vous qu'elle était moins de 40%, donc à 40%, donc moins de 50%, et l'intervention qui est récente. Donc, ce sont des facteurs de risque thromboemboliques. Là, vous avez donc la cible de l'INR et les facteurs de risque. On va passer à la dernière question. Chez cette patiente, quelle thérapeutique proposez-vous en urgence? Qu'est-ce que vous devez lui donner en urgence? J'ai une réponse. Thrombolyse. Thrombolyse, oh là là, c'est Dr Khalil, Dr Green, les deux s'accordent pour parler de la thrombolyse. La thrombolyse, on avait dit, c'est en cas d'état de choc, de syncope, c'est une obstruction massive. Là, c'est la thrombolyse. On a en remplacement de la chirurgie. Donc, la thrombolyse n'a pas son indication. En cas d'obstruction totale, elle n'est pas totale, elle est partielle parce qu'elle n'a eu qu'un petit AIT. Donc, on ne va pas thromboliser. L'AIT parce qu'elle a très bien, Dr Green, Dr Qolli. Dr Qolli, elle me parle d'anticoagulation de même que Dr Houari Garid. Quel anticoagulant? Dr Hadri, très bien, bonne réponse. Alors, d'autres réponses? Khairuddin, attends une réponse. Dr Khalfi. Alors, pas de réponse? Je trouve des gens qui ont trouvé la réponse. Au moins, il y a 4 réponses justes. Eh bien, très bien, Dr Khalfi. Ah, donc, vous avez la réponse. C'est l'héparine. Bien sûr, elle est mal anticoagulée. Et si on veut anticoaguler rapidement, on avait dit que le seul médicament avec lequel on peut anticoaguler rapidement, c'est soit l'héparine, soit les nouveaux anticoagulants oraux. Et comme les nouveaux anticoagulants oraux, on ne peut pas les utiliser parce qu'elle a une prothèse, donc il ne reste que l'héparine. Donc cette patiente doit être mise immédiatement sous héparine et augmenter les doses des AVK pour avoir l'INR souhaité. Donc c'est l'héparine. Si docteur, une remarque pour Dr Hadri, si vous voulez mettre des HBPM, l'héparine de bois moléculaire, il faut surveiller le facteur anti-10A. Dr Green, oui, c'est l'HNF, c'est l'héparine non fractionnée qu'il faudra donner de première intention. Donc, si cette patiente, quelle thérapeutique proposez-vous en urgence? Eh bien, c'est l'héparine en urgence avec maintien de l'AVK à plus forte posologie, c'est-à-dire augmenter les doses. Je ne vous demande pas d'apprendre les doses d'héparine,
Donc, la HNF intraveineuse continue ou sous-cutanée en 2 injections quotidiennes. N'oubliez pas de vérifier la formule, surtout le taux des plaquettes, à cause de la thrombopénie induite par l'héparine. Ici, pas de thrombolyse ou de réintervention, car le contexte est en faveur d'une thrombose non obstructive, qui n'est pas totale. Donc, elle est bien tolérée, donc on ne va à la thrombolyse que si cette thrombose, elle est totale. Bon, je pense que je m'arrête là. Donc, je vous remercie pour le cours, pour être présent, pour votre assiduité et surtout pour votre participation. Et on vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, pour le dernier cours. Je ne sais pas quand est-ce que Dr. Rizq va le programmer. Et j'espère que vous profitez de vos vacances, quoique il n'y a rien pour profiter. Au plaisir et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.